Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Bienvenue sur ma chaîne YouTube en cette fin d'année 2021. 2021 pour moi ça a été une année riche parce que j'ai essayé de... ceux qui connaissaient la chaîne avant et ceux qui l'ont vu évoluer jusqu'à la fin de cette année, j'ai essayé de mettre pas mal de choses en place, de nouveau, de prendre un peu plus à cœur ce que je fais. Avant, je me contentais de poster des lectures un petit peu entre guillemets à l'arrache quand j'avais un peu envie. Et cette année, voilà, disons il y a à peu près 6 mois, en milieu d'année, j'ai eu envie de partager les choses un peu différemment avec vous, de mettre un peu plus, de soigner un peu plus. Donc j'espère que ça s'est ressenti de votre côté au niveau de la qualité de l'image, de la qualité du son, des extérieurs aussi, de vous proposer des choses chouettes pour le regard, pas seulement pour l'oreille. En tout cas j'ai essayé de partager avec vous mes autres projets en dehors de YouTube, donc Coup de Foudre, mon émission de radio, vous pouvez aller voir sur la playlist du même nom sur ma chaîne. Voilà, une émission de radio pour partager un peu ma passion pour ceux justement qui ont des passions. Il y a eu Poèmes en direct, où j'écris des poèmes devant vous. Voilà, il y a eu pas mal de choses que j'ai essayé de lancer et je suis très content de cette année 2021. En plus, je le fais pas pour cette raison-là, mais ça se ressent malgré tout sur les abonnés, un petit peu sur les chiffres. On arrive gentiment à 900 abonnés, 1000 bientôt j'espère, donc je suis hyper content. En cette fin d'année, du coup, on est à Paimboeuf avec Roma. On est venu se balader, passer la dernière soirée de l'année en couple. Et je vais vous proposer une lecture d'un extrait de La Cité perdue de Z. Je reparlerai du bouquin un peu plus après, parce que j'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais j'avais adoré ce livre. Sur la légende, enfin la légende c'est pas une légende parce qu'il a vraiment existé, mais l'explorateur Percy Fawcett qui était parti dans la forêt amazonienne à la recherche d'une mystérieuse cité. On sait pas vraiment si elle a existé ou pas. Dans tous les cas, c'est ça que je vais vous lire pour terminer l'année. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes justement de fin d'année et on se dit à l'année prochaine pour d'autres aventures poétiques. Salut. Au sein de la société, les montagnes, le cours des rivières, les limites des cités et des villes, la taille des océans suscitent des débats houleux. Ceux qui visent à attribuer à tel ou tel le mérite d'une découverte, et donc la gloire et la fortune subséquente, ne le sont pas moins. Mais les discussions portent aussi sur des questions fondamentales, dont la morale ou l'existence humaine sont l'enjeu. Les tribus découvertes sont-elles sauvages ou civilisées ? Faut-il les convertir au christianisme? Les hommes sont-ils issus d'une seule civilisation ancienne ou de plusieurs? Les réponses opposent souvent les géographes en chambre, ces théoriciens qui étudient les données nouvelles, aux bourlingueurs, les explorateurs de terrain. Un jour, un responsable de la société adresse ce blâme à un explorateur de l'Afrique. Contentez-vous d'exposer précisément ce que vous avez vu et laissez les sédentaires hommes de science collationner les données de nos très nombreux explorateurs afin d'élaborer une théorie. En retour, l'explorateur John Speke dénonce ces géographes en pantoufles qui critiquent les hommes trimants sur le terrain. La querelle la plus virulente est peut-être celle qui concerne la source du Nil. En 1858, Speke pense avoir découvert la source du fleuve dans un lac qu'il nomme Victoria. Emmené par Burton, son ancien compagnon d'expédition, beaucoup des membres de la Société royale de géographie refusent de le croire. Speke déclare alors « Burton fait partie de ces hommes qui, incapables d'avoir tort, ne reconnaîtront jamais une erreur. » En septembre 1864, les deux explorateurs, qui autrefois se sont mutuellement sauvé la vie, doivent s'affronter à l'occasion d'une réunion publique que le Times baptise une exhibition de gladiateurs. Mais alors que la séance est sur le point de commencer, on informe l'assistance que Speke ne viendra pas. Parti chasser la veille, il a été retrouvé mort, tué par une balle qu'il aurait lui-même tirée. « Mon Dieu, il s'est tué !» se serait écrié Burton, chancelant sur l'estrade. Plus tard, on le verra, en larmes, répéter sans relâche le nom de son ancien compagnon. On n'a jamais su si Speke s'était volontairement ou non donné la mort, mais, comme Burton, beaucoup soupçonnent cette interminable querelle d'avoir poussé au suicide le conquérant du désert. 10 ans plus tard, la démonstration sera faite. Speke avait raison, il avait bien découvert la source du Nil. Dans les premières années de son existence, la société, dans toutes ses excentricités comme dans l'audace de sa mission,
n'aurait su être mieux représenté que par Sir Francis Galton. Cousin de Charles Darwin, Galton fut un enfant prodige qui, dès l'âge de 4 ans, savait lire et déclamer en latin. Il poursuit dans cette voie et concocte une kyrielle d'inventions. Un haut-de-forme auto-ventilant, un engin appelé ranimateur de jugeote qui lui mouille régulièrement la tête pour le tenir éveillé pendant ses longues heures d'études, des lunettes de plongée, une machine à vapeur à ailettes rotatives. Souffrant de dépression nerveuse chronique, une entorse du cerveau, comme il dit, il a la manie compulsive de tout mesurer, de tout compter. Il mesure la sensibilité de l'ouïe animale grâce à une canne qui émet un imperceptible sifflement. Il mesure l'efficacité de la prière, calcule l'âge moyen de la mort par profession, avocat 66,51 ans, médecin 67,04 ans. Il quantifie avec exactitude la longueur de corde nécessaire pour briser le cou d'un criminel sans le décapiter, les degrés d'ennui. Pendant les séances de la société, il mesure le taux de bougeotte de chacun dans l'assistance. On sait aussi que, profondément raciste, comme tant de ses collègues, Galton va s'efforcer de quantifier l'intelligence des peuples, ce qui lui vaudra le détestable surnom de père de l'eugénisme. En d'autres temps, sa monomanie aurait fait de Francis Galton une bête de foire. Mais nous sommes au XIXe siècle, et comme le dit le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould, nul n'exprima mieux la fascination de son époque pour les chiffres que le célèbre cousin de Darwin. Et nulle institution ne partagea mieux cette fascination que la Société royale de géographie. Dans les années 1850, Galton, à qui un héritage épargne le fardeau d'une carrière classique, adhère à la société et, avec son appui et ses conseils, entreprend d'explorer le sud de l'Afrique. La passion du voyage m'a saisi comme un oiseau migrateur. Il cartographie et consigne tout ce qui peut l'être. Latitudes et longitudes, reliefs, animaux, climat, tribus. Après un retour en fanfare, il se voit décerner la médaille d'or de la société la plus prestigieuse de ses distinctions. En 1854, il est élu au conseil d'administration et pendant les 40 ans qui suivront, il occupera diverses fonctions, notamment celles de secrétaire honoraire et de vice-président. Ensemble, ses collègues masculins, la société ne comptera que des hommes dans ses rangs, jusqu'à ce que, à la fin du XIXe siècle, un vote controversé admette 21 femmes en son sein. Et lui, oui, tous ces géographes militants attaquent, comme l'a dit Joseph Conrad, du nord au sud et de l'est à l'ouest, conquérant un pan de vérité ici, un pan de vérité là, parfois engloutis par le mystère que leur cœur s'acharnait tant à dévoiler.